Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast dans lequel on accueille des entrepreneurs avec des parcours inspirants et atypiques. Et à travers leurs témoignages, on va découvrir leurs succès, leurs défis, leurs visions qui ont façonné leur aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'ai un invité d'exception puisque c'est aussi un ami qui est avec moi sur le plateau. Il s'appelle Yacine Tazi et il est cofondateur de l'Enbox. Hello Yacine, bienvenue sur le plateau. Salut Emilien, le flatteur. Merci de m'inviter. Je suis hyper content de t'avoir avec moi sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va parler de toi, principalement, de ton parcours. Et d'ailleurs, si tu peux commencer en nous parlant un petit peu de voilà, qui tu es et qu'est-ce que c'est l'Enbox. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors Yacine, 32 ans. J'ai cofondé l'Enbox en 2018, donc ça fait 6 ans maintenant. L'Enbox, on équipe les points de vente et les e-commerce de solutions de financement et de paiement, donc de paiement plusieurs fois, paiement par lien, virement instantané, paiement PayPal, qu'on leur met à disposition, que ce soit en point de vente ou en e-commerce pour leurs clients. Et je crois qu'avant ça, tu étais salarié dans un cabinet de conseil en finance, je crois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Exactement. Alors moi, j'ai eu mon master en finance, et après le but, c'était de bosser dans un gros cabinet et de devenir associé, le plus rapidement possible. Et finalement, je me suis retrouvé dans un cabinet de conseil en levée de fonds et fusion-acquisition. Et c'était incroyable, parce qu'en fait, tous les jours, j'étais avec des entrepreneurs, que ce soit de la PME, traditionnelle ou de la start-up, hyper ambitieuse, qui veut devenir une licorne. Ouais. Et ça a été hyper, hyper enrichissant pour moi. J'ai fait ça pendant 2 ans et c'était une expérience incroyable. Ok, et c'est ça précisément qui t'a donné envie du coup d'être au contact d'entrepreneurs, qui t'a donné envie toi de passer le cap? Ah mais clairement, au début, moi, en rentrant dans staff, pour moi, l'entrepreneuriat, oui, j'en rêvais comme tout le monde, d'avoir son propre business, mais c'était pas du tout ce qui m'inspirait le plus. Et effectivement, c'est être au contact de tous ces entrepreneurs tous les jours, qui m'a vraiment donné envie. Et il y a aussi, un autre aspect, ce qui est quand tu es dans du conseil, tu conseilles, tu n'es pas dans l'exécution. Donc en fait, tu essaies de dire aux gens quoi faire, comment ça se passe, et cetera. Parce qu'au fur et à mesure du temps, tu commences à avoir un peu d'expérience parce que tu vois plein d'entreprises et du coup, ça te permet de voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Et ouais, et j'étais très frustré de ne pas être du côté de l'exécution. OK, et à ce moment-là, tu t'es senti, prêt du coup de justement de les côtoyer d'aussi près ces entrepreneurs? Tu t'es dit: «Ça y est, c'est le moment, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait, je vais me lancer». Il y a pas eu de peur, justement au moment de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ah bah si, il y a eu énormément de peur. Alors j'ai aussi la chance d'être dans un cabinet de conseil, à Grenoble où il y avait que le fondateur, au fait. Et moi, j'étais le 1er salarié et au fait, je me suis retrouvé à avoir énormément de responsabilités, tout de suite, et ça m'avait surpris d'ailleurs. Et du coup, non, quand je me suis lancé, si, j'avais hyper peur. En fait, vu que j'avais rien à perdre, j'avais 26 ans, donc je me disais: «Bon, au pire, voilà, je trouverai autre chose à faire». Ouais. Mais j'avais vraiment envie de me lancer et je me souviendrai toujours le jour où je suis sorti, c'était mon dernier jour. Hem, je me suis senti mais hyper léger et hyper libre, le jour de la fin de mon job. Même si le job, j'adorais, hein, j'adorais vraiment ce job-là. OK, et c'est sûr que l'entrepreneuriat, il y a une forme de liberté puisque tu peux exécuter, ton C'est ça. projet comme tu le veux. Et du coup, justement, est-ce que tu es parti d'une idée tout de suite? Tu t'es lancé, tu as eu une idée et tu t'es dit: «C'est ça que je veux exécuter», ou tu t'es dit: «Je veux entreprendre et puis on verra si je trouve une idée qui fonctionne En fait, je ensuite»? pense que c'était un peu un mélange des 2, OK. dans le sens où, quand je bossais, je voyais au fait qu'à l'époque, il y avait, il y c'était l'époque des voitures électriques, du début des voitures électriques et du coup, je me suis dit: «Je vais lancer un truc là-dedans». Heu et pendant toute la fin de mon taf, au fait, quand je finissais, je rentrais le soir et je bossais sur ce projet-là. Donc je faisais, ce que je faisais d'ailleurs de mon travail, c'est-à-dire, je faisais mon pitch, je faisais mon business plan, je faisais mon étude de marché et cetera. Et donc j'ai quitté mon taf pour faire ce projet-là.
qui n'a pas du tout marché, en fait. OK. Ah d'accord, donc en fait, tu as eu une expérience, enfin plusieurs projets que tu as essayé de lancer avant de faire l'Nbox, en fait? C'est ça, on a lancé, avec un associé que j'ai rencontré, au fait, au cours de mon parcours, on a lancé, 4 boîtes, Ah oui, d'accord. avant OK. et on n'avait aucune qui a marché, OK. parce qu'en fait, à chaque fois, on n'arrivait pas à trouver de clients, quoi. Ou en tout cas, OK. on trouvait une problématique, OK. et on se disait: «Bon, bah, ça va pas marcher, allez, on passe à autre chose». Du coup, on était devenus des machines à faire des landing pages, à prendre notre téléphone, à appeler, toutes les parties prenantes des différents produits qu'on a fait et cetera. Et c'est comme ça, et c'est ça qui nous a permis, au fait, de trouver l'idée de l'Inbox. Donc, OK. c'est vraiment, dans tous ces galères ça nous a pris 9 mois. On a testé 4 projets en 9 mois et c'est pendant tout ce temps, tellement on a parlé, au fait, avec, toutes les parties prenantes dans l'automobile, parce que, du coup, le premier projet, c'était dans l'auto. Du coup, on s'est dit qu'on allait rester dans l'auto et ça nous a permis de trouver un besoin, en fait, sur un marché, Mais vous aviez déjà la bonne démarche, parce que du coup, vous êtes pas tombé amoureux de votre idée à essayer de la vendre à tout prix. Vous avez tout de suite essayé d'avoir, la bonne approche, de tester rapidement, du coup, le produit ou la solution et de voir, si ça prenait, s'il y avait des clients en face qui étaient prêts à payer pour ça et Exactement. c'était déjà la bonne démarche, que souvent on peut tomber un peu amoureux de son idée et rester bloqué dessus et perdre quelques années et vous avez quand même, monté 4 projets en combien de temps, du coup? Ça nous a pris 9 mois. Ah ouais, En fait, d'accord. on arrivait, très vite, on arrivait à voir si ça allait marcher ou pas. Là, OK. on a testé des projets B2C, marketplace, B2B et cetera. Enfin, B2C, on s'est dit: «Jamais de la vie», parce que le coût d'acquisition est énorme et moi, je me rappelle, avec mon associé, on s'est lancé, on avait 2 000 balles chacun, Ah ouais. donc impossible de faire de la pub. Donc ouais, on arrivait très vite, à voir si ça avait du potentiel ou pas, parce qu'au fait, tout simplement, on appelait, on prenait nos téléphones et on appelait les gens pour leur demander est-ce qu'ils étaient prêts à acheter le service. Si on appelait, 50 personnes qui nous disaient non, bon bah, on va pas trop s'y attarder. Et du coup, justement, comment l'idée de l'Nbox, elle est née? Et surtout, bah, comment, vous avez, débuté, en fait, ce projet-là? Ouais. Bah, au fait, quand on allait voir, dans notre projet, alors nous, à la base, on voulait on voulait proposer des solutions de financement, aux acheteurs de voitures. Et donc, quand on allait voir des concessions automobiles, donc, Peugeot, Renault et cetera, bah, en fait, ils proposaient des solutions de financement à leurs clients, OK. ce qui est assez classique. Mais quand on va voir un vendeur indépendant, un vendeur de voitures indépendant, il nous proposait rien à ses clients. Et en fait, on lui disait: «Bah, comment tu fais?» Il nous dit: «Bah, au fait, je dis à mon client d'aller voir sa banque et de revenir me voir quand il a l'argent». Sauf que généralement, quand tu fais ça, tu perds, 50 de tes clients. Et donc on s'est dit: «Bah, tiens, on va peut-être essayer ça». Donc c'était la cinquième idée. Et donc ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça. On est allé voir des banques en leur disant, qu'on allait leur ramener du business. On avait quoi? On avait 26 ans, on avait un pitch, et on allait voir, toutes les banques pour leur dire: «S'il vous plaît, travaillez avec nous, on va vous ramener plein de business, on a une super idée». Et c'était hyper dur parce que, ça nous a pris, 1 an et demi pour trouver le premier partenaire bancaire. Ah ouais. Donc C'était sans ce partenaire bancaire-là, où il y a la proposition de valeur, elle tenait pas, en Bah, fait, elle tenait pas. Au début, on avait un partenaire bancaire à qui on envoyait des dossiers, mais c'était pas digitalisé, c'était pas assez rapide et donc on cherchait des grosses banques pour nous accompagner sur le sujet. et du coup, en fait, ce qui vous a fait tenir, c'est de vous dire, en fait, que vous aviez des clients qui étaient prêts à payer pour ça, mais 1 an et demi quand même à justement à cravacher Exactement, pour pouvoir lancer l'idée, ça doit être dur, non, quand même, exactement. C'était hyper dur. Ouais. C'était hyper dur parce que, du coup, on était quasiment sûrs de nous, de l'idée, parce qu'on voyait que les gens étaient, prêts à acheter et que les gens venaient nous voir et cetera. Mais, mais oui, en fait, ça a pris tellement de temps. On s'attendait pas à ce que les banques prennent autant de temps pour nous répondre. En même temps, avec un peu de recul, on se dit: «Bon, tu vas voir une banque pour lui dire que tu vas lui ramener du business, tu encore rien. Tu as juste une présentation, tu as ni plateforme ni rien». C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on était tellement sûrs que ça allait marcher qu'au fait, on s'est dit: «Bon, bah, on va attendre et on va pas lâcher». Comment tu vis la précarité pendant cette année et demie? Parce que là, il y a pas de chiffre d'affaires à ce stade-là, on est d'accord? Ouais. Il Bah, y a tu pas de parles de chiffre précarité parce que tu me connais, parce que tu connais un peu l'histoire. Mais, heu, mais oui, c'était précarité totale, surtout que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis marocain, du coup j'ai pas la nationalité. Donc, moi quand je travaillais, j'avais un titre de séjour, salarié.
Ok. Et pour monter ma boîte, enfin, genre, pour créer l'entreprise, il fallait que je change de titre de séjour pour avoir un titre de séjour entrepreneur. Et avec ce titre de séjour entrepreneur, je ne pouvais pas travailler. Donc du coup, quand j'ai eu ce titre de séjour, donc Pôle emploi m'a appelé, parce que bien sûr, voilà, j'avais 2 ans de chômage. Ouais. Pôle emploi m'a appelé et c'était 7-8 mois après, Le lancement. après avoir quitté mon taf. Ok. Donc là, je touchais mon chômage, très bien, je suis arrivé à Lyon, j'avais mon appart, etc. Et là, il y a Pôle emploi qui m'appelle et qui me dit bon, bah, monsieur Tazi, vous n'avez plus le droit au chômage. Je dis mais comment ça? Il me reste 1 an et demi de chômage, moi, j'ai pas de quoi vivre en fait. Et ils me disent bah, parce que maintenant, vous avez un titre de séjour entrepreneur, donc vous ne pouvez plus avoir un travail. Parce que vous n'êtes plus demandeur d'emploi et donc bah, vous avez plus de chômage. Je rigole, mais ça devait pas être drôle. Non, c'était pas du tout drôle, mais non, on en rigole. Mais, et du coup, bah, en fait, je suis rentré à la maison, j'étais en coloc avec un pote qui est à Lyon. Et du coup, je lui dis, bah, voilà ce qui m'arrive. Et on était en sous-location, donc on devait lâcher l'appart et on devait aller chez son frère le temps de trouver un autre appart. Et au fait, on arrivait chez son frère et moi, je leur ai dit, bon, les gars, au fait, Y a pas le choix, quoi. moi j'ai plus de salaire, j'ai plus rien, enfin j'ai plus de chômage. Je sais pas quand est-ce que je toucherai mon premier salaire, mais est-ce que ça vous dérange pas que je reste chez vous jusqu'à ce que j'ai mon premier salaire? En fait, c'était ma seule solution parce que j'avais pas de quoi payer de loyer, j'avais Ouais, vraiment bien rien. sûr. Et, et du coup, ils m'ont dit bah ok, tu restes tout le temps que tu veux. Sympa. Ouais, hyper sympa. Ah mais grave. Et là, à ce moment-là, tu t'es dit, tu as eu quand même des moments où tu t'es dit: «Bah, j'abandonne, quoi», parce que c'est trop précaire, justement, comme Ouais. situation? Ou est-ce que, dans ta tête, c'était sûr que tu allais trouver une solution et que tu étais persuadé que tu allais y arriver? Alors, forcément, tu as plein de moments de Doute? down où tu es vraiment pas bien. Tu vois que toutes les portes sont fermées, tu n'y arrives pas. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, faut arrêter. Enfin, tu vois, faut arrêter le dégât. Surtout quand tu as tes parents qui t'appellent tous les mois pour te dire, bah alors, c'est ce mois que tu te payes. Donc, non, c'était hyper dur. Mais au fait, les gars avec qui j'étais, donc c'est aussi des entrepreneurs qui étaient en train de monter leur boîte. OK. Et au fait, il y avait une entraide incroyable dans la coloc qu'on avait. Il y avait une entraide incroyable. Et du coup, quand on se retrouvait le soir, on passait des journées horribles. Et quand on se retrouvait le soir, en fait, on n'avait pas besoin de parler de nos journées. Et on se marrait. On se marrait. Enfin, voilà, c'était Ça vous c'était faisait hyper du bien drôle. aussi de partager peut-être, ces moments difficiles que Mais vous bien pouviez sûr. vivre ensemble, Mais bien sûr. Et on en rigolait, en fait. Parce Ouais. que, parce que c'était devenu. En fait, c'est devenu tellement. Enfin, on avait tellement plus rien à perdre que c'était hyper drôle, en fait. Vraiment, on se foutait de notre propre gueule en se disant, mais enfin, on peut pas aller aussi bas. Tu vois. Tu vois, on peut vraiment pas aller aussi bas. Mais justement, dans ces moments-là, c'est vraiment, là qu'on voit que je pense que la qualité, d'un entrepreneur, enfin la qualité la plus importante, c'est la résilience, je pense. Enfin, Ouais. je sais pas si, c'est ce que tu partages aussi, mais la résilience, tout au long d'une aventure entrepreneuriale, elle est un peu centrale. Mm. Comment toi, tu as vécu, cette peur de l'échec ou même les échecs que tu as eus? Parce que tu m'as dit que tu avais eu 4 projets avant de monter l'Nbox. Est-ce que tu vois ces échecs-là comme, quelque chose de décourageant ou plutôt une force pour aller plus loin et avancer? Non, bien sûr que c'est une force. Forcément, parce que les échecs, je pense que tu le sais aussi, on en a tous les jours et bien plus que les succès, en fait. Donc si on devait se baser en disant que les échecs, bah, en fait, ça va nous freiner, bon, bah, dès le premier échec, on va abandonner et on va aller faire autre chose. Mais non, non, je pense que la résilience est hyper importante. Enfin, de toute façon, c'est la base. Ouais. Quoi qu'on dise, c'est la base. J'aime bien il y a un dicton qui dit l'heure la plus sombre, c'est celle avant le lever du soleil. Tu vois. Et en fait, tu sais qu'à chaque fois où tu arrives vraiment au bout, c'est là où il faut pas lâcher. Tu vois. Parce que c'est là où tu as 90% des gens qui vont lâcher. Tu Ouais. vois. Et nous, à l'époque, je me rappelle, on bossait, on bossait, au fait, allez, on dormait peut-être 4 heures, 5 heures, et tout le reste du temps, on bossait tous les jours, samedi, dimanche, on partait pas en vacances, on faisait vraiment rien. Et on était happé par ça, enfin, en se disant, en fait, on va réussir, on va se donner les moyens de réussir. Et on se disait qu'à force de bosser et de faire tout ça, on va dépasser nos concurrents, on va réussir à trouver des clients. Enfin, tu vois, on se disait que tout ce qu'on fait, enfin, on va forcément arriver à un résultat. Tu vois. Et donc non, les échecs, au début, c'est dur, comme tout. Donc au début, tu les prends personnellement, tu les prends mal. Mais au fur et à mesure du temps, tu comprends que bah,
En fait, les échecs, c'est ce qui, bah, déjà, c'est ce qui permet de faire la personne que tu es. C'est ce qui permet de construire ta résilience. Et à force d'en avoir, tu te dis, bah, en fait, c'est juste un résultat d'une action que tu as fait. Tu vois. C'est pas forcément le résultat final. C'est juste que tu as fait une action, tu vas avoir, enfin, soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, bah, en fait, c'est pas grave. C'est qu'on C'est va une tester autre chose, en opportunité fait. Ouais, voilà, c'est ça. de faire un autre test, quoi. Exactement. Et à part la résilience, je pense que seul, j'y serais jamais arrivé. Tu vois, j'avais la chance d'être avec les gars qui m'ont accueilli chez eux, au fait. Tu vois, et je pense que nous trois, on a réussi vraiment à se soutenir. Enfin, tu vois, il y avait une ambiance très spéciale. Ouais. Et je pense que si j'étais tout seul pendant ces années, je pense que jamais j'aurais tenu autant de temps, en fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est enfin, quelque chose qui est aussi important quand on entreprend ou quand on fait du sport de haut niveau, c'est d'être bien entouré Ouais. et d'avoir du monde autour de soi, parce que je Mm. pense qu'il y a des moments où on se sent quand même assez seul. Ouais. J'imagine que ça a été ton cas aussi, mais heureusement que du coup, tu avais, un environnement autour de toi qui était plutôt positif Ouais. et dans l'entraide, quoi. Ah, mais grave, parce que c'est le regard des autres aussi qui est dur. Tu vois, tes parents qui comprennent pas, Ouais. t'as tes potes qui te voient plus, donc t'as quasiment plus de vie sociale, ils comprennent pas. Et les gens qui te disent ah, mais ton truc, ça va marcher, ouais, ouais, mais ça fait 2 ans que t'es dessus. Super, merci pour l'encouragement. Ouais, Et c'est donc, sûr. ouais, c'est hyper dur parce que les gens comprennent pas forcément pourquoi tu fais ça. Tu vois. Ouais. Pourquoi tu t'infliges ça, quoi? Pourquoi tu t'appelles ça, ouais, c'est ça. Et justement, tu penses que la résilience, c'est quelque chose qui est inné, qu'on a au départ, ou est-ce que c'est quelque chose que toi, tu sens que tu as gagné avec le temps? Alors, je pense pas que j'avais autant de résilience, tu vois. Alors attention, enfin, on parle de tout ça, des galères, etc. Mais faut aussi se dire que pendant toute cette période, on était heureux, on était bien à l'intérieur, tu vois, parce qu'on avait besoin de rien, on était jeunes. Mm. Clairement, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de grosses responsabilités. Ouais, Donc en fait, on était heureux de vivre ces moments euh, de galère parce que on savait, on était persuadé que ça allait nous servir, tu vois. Et c'est ce qui ouais, a fait je veux dire, ça fait un peu bullshit, tu vois, mais c'est ce qui a fait les hommes qu'on est devenus aujourd'hui, en fait. Tu vois. carrément. Et non, la résilience, en fait, je pensais pas en avoir autant, mais c'est plus tu avances, c'est plus tu dépasses tes limites et plus tu découvres des choses que tu savais pas sur toi-même, en fait. Tu vois. Ouais, Jamais j'aurais dit que j'allais vivre tout ça. ouais. Enfin, tu viens me le dire maintenant et tu viens me le raconter, je t'aurais dit, mais je tiens 2 mois. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, tu apprends à te connaître et tu apprends à savoir que bah, on a tous la capacité d'aller vraiment au-delà, de très loin de ce qu'on pense pouvoir faire. Tu vois. Et c'est pareil, enfin, je dis ça parce que pareil, le sport m'aide à voir ça, mais dans l'entrepreneuriat, dans la vie globalement, c'est pareil. Ouais, ouais, je suis d'accord, carrément. Et du coup, justement, tu en as parlé un petit peu, mais c'est quoi les sacrifices que tu as dû faire en perso pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est pas rien, quoi. Les sacrifices, bah, en vrai, en même temps, tu fais des sacrifices parce que tu t'habitues à un certain niveau de vie, tu vois, tu as ton salaire, tu as ton appart, voilà, tu vis bien, tu tu sors, tu voyages, tu vas en vacances, donc voilà, tu vois, tu fais beaucoup de choses et c'est vrai que quand je me suis lancé dans ça, bah, en fait, d'un coup, tu avais plus rien, tu vois? Ouais, Tu avais plus rien, moi, pendant 2 ans, j'avais pas de revenus, en fait, j'avais vraiment rien. Quand je te dis rien, c'est que j'avais rien. ouais, Et du coup, j'ai fait des petits tafs parce que bon, j'ai 2 ans de cabinet de conseil. J'ai essayé de faire des missions de conseil et tout en freelance, ça a pas marché. Et du coup, je faisais des missions à gauche, à droite. En fait, il y a une start-up, je sais plus comment ça s'appelle, qui te livre des véhicules chez toi. OK. Enfin, des véhicules de location chez toi. Et en fait, moi, j'allais récupérer ces véhicules pour les emmener chez les gens qui les ont loués. Ça me permettait de me faire 200-300 balles par mois, tu vois. Et c'est ce qui me permettait de m'acheter à manger, au fait, tous les jours. Ouais, J'ai emprunté de l'argent en perso. ouais. Et tu Hem, pris des risques quand même considérables, quoi. Bah, en fait, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'étais déterminé. En fait, il y avait pas d'autre option, et il y avait vraiment pas d'autre choix. Fallait que je réussisse, en fait. Il y avait pas de plan B et même avec mon titre de séjour, ce que je te racontais tout à l'heure, je pouvais plus revenir en arrière, en fait, pour être salarié parce que ça te prend énormément de temps et il y a personne qui va vouloir t'embaucher et attendre 1 an avant que tu aies ton nouveau titre de séjour, tu vois? Et du coup, bah, en fait, quand j'ai eu mon titre de séjour entrepreneur, j'ai compris que, au fait, j'avais pas le choix. Vu que je pouvais pas retravailler derrière si ça marchait pas, Ouais, j'avais pas de choix. Et le fait de pas avoir de plan B, bah, je trouve que ça aide énormément parce que, tu vois, ça aide, mais c'est pas simple. ouais, c'est pas simple, mais tu vois, 50% se fait dans le mental, je pense. Ouais, Tu vois, parce que si tu pars en te disant:
bon, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave et je vais retravailler ou un truc comme ça. Bah, tu vois, tu as ce truc-là de facilité où tu vas pas aller au-delà de tes limites, tu vois? Où dès qu'il y aura une difficulté, tu vas te dire: «Bon, allez, je vais retourner bosser», tu vois? Et Ouais, là, j'avais vraiment pas le choix. ouais. Donc, mes limites, fallait les oublier, tu vois? Bah, bravo en tout cas parce que je pense que ça a pas dû être simple tous les jours, de vivre ça Ouais, et de tenir le coup donc mais bravo. hyper excitant. C'était très, très excitant. Tu m'étonnes. Et du coup, tu parlais un petit peu du regard des autres. Est-ce que tu as une anecdote sur vraiment un feedback que, je sais pas, un autre entrepreneur, ta famille ou un investisseur aurait pu te faire sur ton projet et qui t'a, particulièrement touché, quoi? Alors, il y a les 2. Il y a les 2. Le négatif, c'est, bah, en fait, c'est ton entourage qui te dit: «Mais pourquoi tu fais ça? Enfin, tu vois, ça fait 2 ans, à un moment donné, trouve-toi un taf, tu vas mieux vivre, tu vas avoir un salaire et tout», et c'est vraiment hyper dur, surtout des gens qui sont proches de toi. Tu vois? Et ils pensent bien faire, en fait. Quand ils Mmh. te disent, C'est pour te protéger un peu voilà, aussi. exactement, ils pensent bien faire et ils pensent, enfin, en se disant: «Bon, bah, il sera mieux». Mais ils comprennent pas, ils comprennent peut-être pas, pourquoi on fait ça et toute l'expérience qui accompagne, au fait, cette cette aventure entrepreneuriale. Donc c'est Ouais. vrai que souvent c'est difficile, tu vois? C'est pareil, tu as tes parents, je me rappelle mon père tous les mois, il me disait: «Bah, alors, quand est-ce que tu payes?» Je lui disais: «Le mois prochain», et ça a duré pendant un an et demi, tu vois? Ouais, mais je pense que c'est hyper compliqué pour, l'environnement qui est autour d'un Ah entrepreneur de mais grave, comprendre, en ouais, fait, ce qui se passe, grave, déjà dans ta tête, et au quotidien, en fait. Donc ouais, je pense que ça, c'est assez compliqué de ouais, l'expliquer et souvent, c'est vrai que je pense que les réflexions de notre entourage est pas forcément corrélées à ce qu'on vit au quotidien, quoi. c'est Donc ça. pas simple. C'est ça. Mais moi, ma mère, quand je lui ai dit que je vais quitter mon taf pour monter une boîte, elle a pleuré. Bah, ouais, c'est de l'insécurité, quoi, Elle donc était au bout, parce que c'est vrai que c'est une génération où, bah, voilà, quand tu trouves un travail, un CDI, et cetera, tu as les avantages, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, tu as la sécurité, ouais, et donc pour eux, ouais, l'entrepreneuriat, c'est chaud. c'est tu te lances sans filet, au fait. C'est Et clairement le du coup, cas, je en me plus. rappelle, elle a pleuré, mais elle était hyper supportive. Enfin, elle m'appelait tout le temps pour me. Ils t'ont soutenu quand même? Tu t'es senti soutenu Ah mais dans ces à fond, décisions? à fond. J'étais hyper soutenu. Ils m'ont toujours soutenu, en fait. Quoi que je fasse, ils me disaient: «Bon, tu es assez grand, tu sais ce que tu fais, donc c'est pas à nous de te dire, au fait, ce que tu dois faire». Donc non, non, ils m'ont toujours, beaucoup de support de leur part. Et un truc bien, c'est que, tu vois, c'est des petits trucs simples, mais une fois, j'ai rencontré, une personne dans ces trucs, enfin, dans, tu sais, dans des événements entrepreneuriaux et tout, et on discutait, et elle m'a regardé dans les yeux et ça m'a marqué. Elle m'a dit: «Mais en fait, toi, c'est sûr, tu vas réussir». Ah ouais? Elle m'a dit: «Tu as une détermination, dans tes yeux et la façon avec laquelle tu racontes ça». Elle m'a dit: «C'est sûr, tu vas réussir», tu vois? Ça, c'est Et beau des petits ça. trucs simples comme ça, Ouais, quand tu es dans des situations hyper dures, ouais, bah, en fait, ça change tout. Ça ouais. change vraiment tout, Ça tu a vois? dû Et tu faire rentres chez grave du toi, tu es bien. reboosté, avec une petite phrase, tu vois? Ouais, Et c'est des gens qui te connaissent pas. Et quand tu as des gens qui te connaissent et qui te disent l'inverse, ouais. tu vois, C'est c'est très paradoxal, en fait, ouais, tu c'est vois? clair. Les gens qui te connaissent pas te disent que ils sont sûrs que tu vas réussir. Les gens qui te connaissent hyper bien te disent que, bah, en fait, à un moment donné, il faut arrêter, il faut passer à autre chose, tu vois? Ouais, mais Donc comme c'est tu très dis, je pense paradoxal. qu'il y a une forme de peur, en fait. Ils Ouais. ont peur pour nous et du coup, c'est pour ça ils sont peut-être un peu plus négatifs Mmh. que ce que d'autres personnes de l'extérieur peuvent être, quoi. Ouais, exactement. Aujourd'hui, du coup, comment tu évolues, du coup, dans ta boîte? Comment ça a évolué? T'en es où? Bah, écoute, on est plutôt content. Aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes. On s'est autofinancé, au fait, depuis le départ. Pas de levée de fonds? On n'a pas levé des fonds. Au fait, bah, tu vois, avec tout ce que je raconte, on a tellement galéré pour en arriver là, que du coup, je disais à mes associés: «Mais au fait, on n'a pas envie de se retrouver dans une situation où, si jamais, on lève pas, on meurt». Parce que généralement, bah, du coup, vu que j'ai bossé là-dedans, quand tu lèves, généralement, tu as du cash burn pour 18 mois. Donc pendant 18 mois, tu crames de l'argent, et au bout de 12 mois, tu commences ta prochaine levée pour ne pas être en manque de trésor au bout de 18 mois. Et je sais plus, il y a une stat qui est sortie, mais les startups qui lèvent, en seed et qui veulent relever en série A, tu dois avoir 5 des startups qui réussissent, tu vois? Ouais, Et en fait, avec tous les sacrifices qu'on a fait et toutes les galères, on n'avait pas envie de se retrouver dans cette situation. Et ouais, du coup, voilà, on a décidé d'autofinancer, et puis on avait un modèle qui nous permettait de le faire, tu vois? Quand tu vends des abonnements, donc quand tu fais du SaaS,
Ouais. En fait, ça te permet de générer du cash tout de suite. Tu vois, contrairement à des projets de deep tech ou des choses où où la mise sur le marché est longue. Et donc voilà, donc on est 10 personnes. Aujourd'hui, on a généré quasiment 200 millions de chiffre d'affaires à nos partenaires, donc à Ah nos ouais, points de vente qui bossent avec nous et les sites e-commerce. c'est énorme. Ouais, donc on est super content. Et, euh, et voilà, on continue à se développer, à sortir de nouveaux produits. Et quand tu reparles du coup justement un petit peu des débuts et tout, ça doit te faire du bien quand même de te dire qu'aujourd'hui, ça a quand même bien avancé et ça va dans le bon sens, ça doit te faire du bien. Mais je pense que c'est toujours, important de garder un œil sur ce qui s'est passé avant et Ouais. ça permet de rester humble aussi par rapport à ce qui se passe Bah, humble, c'est sûr, parce qu'on n'a encore pas fait grand-chose, tu vois. Enfin voilà, on est 10 personnes. ouais, mais c'est Tu vois, déjà c'est déjà il y beau. a encore énormément de trucs à faire. Il y a encore énormément de trucs à faire, mais oui, parfois c'est dur de voir ce qu'on a fait. On a toujours envie d'aller plus vite, toujours envie de faire plus, toujours de la croissance à tout prix, ce qui est normal, tu vois, parce qu'en Ouais. même temps, on fait ça, on a envie que ça grossisse. Et, et ouais, non, enfin, c'est très cool de voir d'où on est parti et où on en est aujourd'hui. Et j'espère que ça va encore continuer pendant très longtemps. Ouais, non, c'est sûr, genre j'ai pas de doute là-dessus. Et du coup, tu as l'impression que, parfois c'est, difficile de te projeter vers l'avenir du coup? Est-ce que au quotidien, tu arrives à te projeter sur, plusieurs années, savoir comment ça va évoluer? Pas du tout, tu y arrives, toi? Pas vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas une vision C'est très hyper dur, ouais. lointaine quoi, C'est c'est clair. hyper dur et c'est ça, et je pense que c'est pour ça aussi que j'adore, tu vois, ce qu'on fait, l'entrepreneuriat, parce que je me rappelle quand je bossais, tu sais, j'avais mon emploi du temps qui était rempli, sur, 6 mois, en Ouais, fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de, tu vois, parfois, tu te dis: «Bon, bah, la semaine prochaine, sur quoi je vais bosser?» tu vois? Et c'est toi qui choisis tes sujets, c'est toi qui choisis ce que tu vas faire, et on a une certaine liberté, au fait, qui est incroyable, et le fait de pas aussi savoir, dans plusieurs années, ce qui va se passer, bah, je trouve que, tu vois, c'est un petit, il y a du peps là-dedans, tu vois? C'est hyper excitant, ouais, et parce c'est que clair. c'est toi qui te construis ces années-là, Ouais. tu vois? Ouais, Et c'est en les décisions que tu prends voilà. aujourd'hui qui vont construire, ton C'est ça. futur Et quoi. en fonction de ce que tu fais et des décisions que tu prends tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, bah, c'est ça qui va te permettre d'arriver à un résultat. Carrément. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi une aventure humaine. Je Mmh. pense que tu es d'accord avec ça. Est-ce que, toi, du coup, tu as des anecdotes là-dessus? Parce que je crois que tu as 2 associés, tu as 2 associés que tu connaissais pas à la base. S'associer avec des gens, c'est hyper engageant. Comment Mmh. ça s'est passé pour toi? Bah, quand je racontais cette histoire, personne ne me croit. Au fait, le premier associé, c'est Johan, et c'est un des colocs avec qui j'étais, au fait, ces années, qui était dans un incubateur et qui connaissait Johan. Et du coup, Johan, à ce moment-là, il voulait aussi monter un produit, enfin une marketplace de voitures électriques. OK. Et moi, au même moment, c'est ce que je voulais faire, tu vois? Et ce pote-là, il me dit: «Mais putain, attends, j'ai un gars à l'incubateur, qui essaye de faire la même chose que toi». Et du coup, moi, pour moi, je savais, je cherchais des associés, en fait, parce Ouais, que ce soit technique ou autre, mais je sais qu'entreprendre seul, c'est hyper dur. Je pense que tu dois savoir de quoi on parle. ouais, c'est clair. C'est 10 fois plus dur, et du coup, pour moi, 1re étape, c'était de trouver, en fait, des associés. Donc tu sais, j'ai fait les forums, j'ai fait des événements, des trucs comme ça et tout. Mais c'est hyper dur. C'est Ouais, hyper dur de trouver des associés. Et du coup, il m'a dit: «Bah, viens, je vous présente et vous buvez un verre ensemble». Et je lui ai dit: «OK». Du coup, on s'est présenté et tout de suite, on s'est dit, «Bon, bah, lui, il cherche un associé, moi, je cherche un associé». On s'est dit que personne ne voulait monter le truc seul. On s'est dit: «Bah, de toute façon, là, pour l'instant, il y a pas de création de boîte. Donc viens, on voit, on teste le marché, on voit si ça marche, et cetera. Et puis, avant de créer la boîte, on se pose et on se dit: "Bon, bah, est-ce qu'on arrive à bosser ensemble ou pas?" Tu vois? Donc, faisons un test, en fait. Et c'est vrai que ça avait matché dès le premier rendez-vous, et le test a bien fonctionné, tu vois? génial. On a testé plein de projets, et cetera, et donc du coup, ça nous a laissé, quasiment 10 mois avant de pouvoir créer la boîte. OK. Donc ça nous a vraiment laissé le temps de se connaître, de voir comment on travaille, de se connaître personnellement aussi, tu vois? Parce que c'est hyper important, de voir si on a les mêmes intérêts, si on a les mêmes ambitions. Et du coup, ça se trouvait qu'on était, alignés sur énormément de points. Et Et hem complémentaire aussi, j'imagine, en termes et de compétences? alors complémentaire, oui et non, dans le sens où, au fait,
on pouvait faire. Enfin, alors moi, j'étais un peu le financier, tu vois, parce que forcément, je viens de là. Mais tu vois, on pouvait faire le même métier, c'est-à-dire qu'on pouvait vendre tous les deux, on pouvait faire du market tous les deux, etc. Mais du coup, j'en reviendrai un peu plus tard, peut-être sur le sujet, mais euh, en fait, on a bien calibré ce qu'allait faire chacun pour pas que, voilà, Ouais. que l'un marche sur l'autre ou sur le travail de l'autre. Ouais, je pense que ça, c'est hyper important de Ouais, fixer des bases et justement de pas se marcher dessus, même si forcément vous avez des sujets qui sont un peu transversaux à traiter, bien sûr. comme tout entrepreneur, quoi. Ouais, bien sûr. Et le deuxième, et tu vois, nous, on n'avait pas de CTO. Donc super, on voulait monter un projet tech, on n'avait pas de Ça, CTO. on est beaucoup à avoir fait Ouais, cette erreur-là. exactement. On n'avait pas de CTO, on n'avait pas d'argent. Ouais, Et donc, quand on a compris qu'on allait monter l'Enbox, on est allé voir des freelances, etc., pour monter, la pour nous, plateforme. ouais, c'est ça, pour nous créer la plateforme. Et on avait des devis à 30 000 balles, 40 000 balles, 50 000 balles. On se disait, mais en fait, comment on va faire? Ouais. C'est impossible. Et tu vois, juste pour les MVP. Ah ouais. On se disait, mais c'est impossible. Et tu vois, à ce moment-là, on a pensé à l'abandon, en fait. Tu vois. Et ensuite, un jour, un gars, il nous a dit, mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, à Boussilion, Ouais, on était ensemble, au fait, ouais, au premier incubateur qu'on avait fait tous les deux. carrément. C'était au Boussilion. Et un jour, on est passé devant un gars pour lui expliquer, du coup, notre problème. Et il nous a dit, mais les gars, il y a un truc qui s'appelle Bubble qui vient de sortir. C'est une plateforme de développement no-code qui te permet de développer ton logiciel en drag and drop. Tu Ah vois, ouais. sans coder, sans rien. Putain, C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. ah non, bah, je suis allé tout de suite voir. Et au fait, pendant quasiment un an, je suis devenu le tech de la boîte. En fait, je me suis formé à ce truc. Et mon taf, c'était de bosser sur ça. C'est-à-dire que Johan, lui, de son côté, il vendait. Ouais. Et moi, de mon côté, au fait, j'étais tech. Tu vois. Et quand on devait intégrer les API des banques pour automatiser au fait, les process des crédits, des paiements, etc., bah, du coup, ça, on savait pas faire aussi. Tu vois. Et il y avait un forum de Bubble. Donc, je suis allé sur le forum de Bubble et j'ai dit, bon, bah, bonjour, on a besoin d'aide pour intégrer des API. Et un gars qui nous répond, c'est JB, du coup, un qui nous répond, il me dit, les gars, moi, je peux vous aider. On lui a dit OK. Le gars, je fais le premier call avec lui, hyper sympa et tout. Et le mec, il avait un taf en parallèle, au fait. Ok. Et du coup, il nous a dit bon, bah, les gars, OK, moi, je vous fais ça pour 1500 balles. Ah oui. C'est quand même beaucoup moins que les 30 000 de l'agence de C'est base. beaucoup moins que les 30 000, tu vois. Et au moins, avec Bubble, on a réussi à avoir un truc, tu vois, tu as le front office, donc Ouais. que les gens peuvent se connecter, peuvent créer un compte pour faire une demande de financement, etc. Ouais. Euh, et le gars nous a aidés sur ça. Et au fait, je sais pas, il y a eu un fit, il y a eu un fit incroyable avec JB. C'est-à-dire que tous les jours, il bossait, il finissait à 18 h, il rentrait à la maison. On s'appelait et on bossait au fait sur Bubble parce que lui, il était spécialisé dans ça, tu vois. Et on bossait sur Bubble toutes les nuits pendant un an. On restait jusqu'à 4 h 5 h du mat parfois ensemble sur Zoom. Et on faisait une sieste d'une heure ou deux. Lui, il repartait bosser dans son coin. Moi, je repartais bosser dans mon coin. Et le mec nous a jamais rien facturé. Tu vois, Non, je te jure. Et au fait, il voyait à quel point on était en galère. c'est Il fou. voyait que moi, j'étais dans un salon avec mon truc à parler tout doucement parce que j'avais les autres qui dormaient à côté. Ça, c'est fou. Et il voyait ça, et il voyait qu'on avait de plus en plus de clients, etc., mais qu'on n'arrivait pas à faire du chiffre. Et donc, en fait, le gars, il nous a jamais rien facturé. Et même moi, j'étais gêné. Je l'appelais, je lui disais, Incroyable. mais mec, facture-nous un truc, tu vois. Tu vois, je suis gêné. Et il nous disait toujours, mais t'inquiète, quand tu seras riche, tu penseras à moi, tu vois. Putain, sympa. Et au fait, au bout d'un an et demi comme ça, on lui a proposé de rejoindre le projet, tu vois. Ouais, Parce génial. que c'était hyper naturel. Enfin, voilà, c'était. L'histoire est hyper belle, Ça du s'est coup. fait hyper naturellement. Du coup, on s'est retrouvé avec trois gars, on se connaissait pas du tout avant. Et c'est juste, tu vois, notre ambition qui nous a réunis, et qui a fait que bah, on s'est croisés à ces moments, tu vois, de nos vies. Ah, c'est une belle histoire, hein. Ouais, c'est C'est très cool. très sympa. Ouais. Et aujourd'hui, ça se passe toujours bien, j'imagine. Aujourd'hui, ça se passe super bien. Ça se passe vraiment super bien. Trop bien. On est tous les trois hyper contents. On parle beaucoup. On essaie souvent de voir est-ce qu'on est toujours aligné ou pas. Tu vois, enfin, c'est hyper dur en fait. Enfin, l'association est hyper dure, surtout quand tu connais pas les gens. Ouais, ouais, c'est clair. Et donc non, non, on arrive à bien entretenir cette relation. La communication, de toute façon, c'est la clé. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu as parlé de tes associés, mais c'est aussi une aventure humaine parce que bah, quand on a un projet, on doit monter une équipe. Ouais.
Comment toi, tu as sélectionné, les profils qui ont rejoint ton équipe? Est-ce que tu as eu des déboires et au contraire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à réunir des gens qui correspondent aux valeurs que tu prônes? Bah, Et quelles forcément, sont-elles? Ça fait beaucoup de forcément, questions. forcément, c'est le recrutement, c'est hyper dur. C'est hyper c'est très, très dur. Forcément, on s'est foiré, sur plusieurs recrutements, mais en fait, c'est ce qui nous a permis aussi d'améliorer nos process, tu vois? Et nous, on a eu la chance, de se constituer un board, tu vois, même si on n'a jamais levé, de se constituer un board très, très tôt de 2 entrepreneurs, tu vois, qui nous accompagnent sur énormément de sujets. Parce qu'au fait, on a tellement fait de conneries, les premières années qu'on s'est dit: «Bon, on va peut-être prendre des gens qui sont passés par là et qui Ouais, vont nous aider, au fait, sur ces sujets-là. Ça va nous faire gagner du temps». Et du coup, voilà, donc au début, c'était dur, hein, on a fait des conneries, on a recruté les mauvaises personnes, on a mis, quasiment, 3-4 ans à trouver la bonne structure de la boîte, tu ouais. vois? Parce qu'on ne sait pas comment on allait, en fonction de nos produits, CSM, support, sales, est-ce qu'on prend des SDR ou pas et cetera. Enfin, vraiment, on ne savait pas, donc on a testé beaucoup de choses, au Ouais. fait, Il y avait pas que des problèmes de profil ou de recrutement, mais aussi, il y avait quand tous les c'est pas problèmes. structuré, tu Ouais, peux c'est ça. recruter un profil que finalement, bah, tu pas forcément besoin de ce poste Exactement, et il y a un peu des 2 en fait. C'est qu'au fur et à mesure, tu apprends à structurer ta boîte et de quoi tu as vraiment besoin pour avancer et puis après, il y a trouver les bons profils c'est ça. et justement les bons profils, c'est assez subjectif ce qu'on peut regarder chez un profil, chez un talent. C'est quoi chez toi qui est important? Nous, on a un processus de recrutement du coup en 4 étapes. Parce qu'au fait, au début, tu sais, je pense comme beaucoup, on recrute au feeling. Ouais, Tu vois? carrément. Tu vois si le truc se passe bien. Et en fait, il suffit que tu tombes sur un candidat, une candidate qui se vendent super bien. Mmh. Tu vois, ça, quand il arrive, ça suffit pas. Ouais, Et donc au début, nous, on faisait ça. Donc on recrutait au feeling. Donc moi, je faisais un entretien et Johan en faisait un autre. ouais. Comme ça, voilà, si on est d'accord tous les deux, bon, bah, on prend la personne. Mais ça marche pas. Pas toujours quoi, du moins. Ça marche pas toujours, oui, c'est vrai. Ouais, parce que la première personne qu'on a recrutée, c'est Maya, qui est notre responsable market, et elle est toujours là. Ouais. Tu vois? Donc ça fait 4 ans. Tu vois? Donc comme quoi ça marche aussi parfois, mais en tout cas, si tu veux maximiser les chances, faut pas faire ça. Ça marche parce que tu peux avoir un coup de chance Ouais, et du coup, tu vois, on a mis en place un process de recrutement en 4 étapes où la première étape, moi, je ferai un premier entretien, tu vois, où j'appelle le candidat et on discute. Tu vois, il se présente, je lui présente un peu la boîte, ce qu'on fait et cetera. Ensuite, on a un deuxième, c'est un cas pratique. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, tu vois? Et ça, c'est génial parce que ça permet de faire un tamis, et de prendre vraiment que les candidats qui sont sérieux, et ça permet de bien filtrer. Ensuite, un troisième, c'est Johan ou JB en fonction si c'est un profil tech ou non, avec un membre de l'équipe qui font le troisième. Parce que le but, c'est que la personne puisse bien s'intégrer dans l'équipe, tu ouais. vois? Et ensuite le quatrième, on fait une prise de référence, au fait, sur un ancien taf qu'ils ont eu. Et avec ça, ça va. On arrive à bien gérer, même si tu seras jamais à 100 tu vois, de réussite, Bien sûr. mais on arrive quand même à bien filtrer. Et je pense que ce qui est important, c'est de te dire, alors je sais pas qui c'est qui avait dit ça, mais c'est de te dire si tu passes une journée avec cette personne-là, en tête à tête dans un bureau, est-ce que ce sera agréable ou non? Tu vois? Parce que c'est vrai, il faut travailler, mais faut Ouais, aussi qu'on puisse bien sûr. s'amuser aussi avec les gens parce qu'on les voit quand même, Ouais. tu les vois tous les jours, Il faut qu'humainement ça fitte avec, toi et avec le reste de ton équipe aussi, parce que sinon exactement, ça fonctionne pas, exactement. quoi. À la limite, c'est plus important que sur la partie pro, parce que sur la partie pro, tu peux apprendre, Ouais, tu vois? Humainement, c'est difficile de changer les gens, ouais, mais sur la partie pro, si la personne n'est pas hyper qualifiée pour un certain domaine, bah, en fait, s'il est ambitieux, s'il a envie d'apprendre, ouais, c'est ça le plus important, en fait. bah, en fait, il peut progresser, tu vois? Ouais. Donc je pense que l'humain, c'est le premier truc qu'on regarde. Et toi, du coup, au quotidien, le sport, tu m'as dit qu'il prenait une place, importante dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, bah, je pense qu'avec, l'entrepreneuriat, c'est un bon moyen de se défouler, tu Ouais, vois? Et à force de se défouler, bah, j'ai commencé à faire des trails, des trucs comme ça suite à une rencontre avec un pote,
qui m'a proposé une fois de partir en montagne. Moi, je connaissais pas du tout la montagne. Et j'ai commencé à faire des randos et j'ai trouvé ça tellement incroyable. Et la montagne, c'est un endroit magnifique parce que ça te permet de te déconnecter de tout, d'être vraiment dans le moment présent. Tu as des paysages qui sont incroyables et, euh, et au fait, ça te permet de te dépasser, tu vois, parce que c'est dur. Tu fais des grosses journées parfois et c'est hyper dur, donc ça te permet de te dépasser aussi. Puis j'ai commencé avec des randos, j'ai commencé à courir un peu et du coup, je me suis dit, bah, je vais regrouper les deux, tu vois, je vais faire du trail et j'adore ça. Du coup, ouais, je fais du sport, je fais du sport, allez, peut-être 6 jours sur 7. Je Ah me ouais. laisse un jour pour me reposer, mais c'est hyper important. Si j'en fais pas, en fait, si j'en fais pas, je sens qu'il me manque un truc dans la journée. Et Ah. comment tu arrives justement à parce qu'on est d'accord que les journées, elles pourraient être infinies, on a toujours des trucs à faire en tant qu'entrepreneur, la to-do list, elle se réduit jamais complètement. Comment tu arrives à trouver du temps pour le faire? Est-ce que tu le prends? Comment tu gères ça? Bah, c'est dans la to-do list, en fait. Tout bêtement. C'est dans la to-do list parce que tu vois, c'est ce qu'on dit. T'as jamais le temps parce que c'est pas ta priorité. Tu vois, mais quand c'est ta priorité, et du coup, bah, forcément, ma priorité, c'est d'être bien dans ma tête pour pouvoir prendre les bonnes décisions derrière. Tu vois. Mmh. Ouais, Et clairement. pour m'aider à être bien dans ma tête, bah, en fait, c'est le sport qui m'aide à le faire. Donc, je sais que c'est hyper important de trouver du temps pour faire ça parce que je sais que c'est ce qui va me permettre de bien travailler derrière, d'avoir les idées claires. Ouais, carrément, mais je pense que ça, c'est hyper important, hein, de Ouais, toute façon d'équilibrer la vie, perso et la vie pro et je pense que le sport, fait du bien quand même, exactement. à la vie perso et à la vie pro du coup. Exactement. Et parfois, j'ai tellement d'énergie, il m'arrive de faire genre 2 séances par jour, tu vois? Ah ouais, J'ai tellement d'énergie, parfois je sens que j'en ai besoin, tu vois? ouais. Ça Parce permet que de se enfin vider la tête aussi, ouais, de penser à autre chose et ça, c'est bah, hyper ouais, important. de vider la tête et surtout, tu sais, on a des tafs où on est devant nos ordi toute la journée. Ouais, Donc putain, parfois, tu as tellement d'énergie que tu as besoin de la dépenser quelque part, tu vois? Et ouais du coup, bah, tu vas courir, tu vas à la salle, tu vas faire des trucs, enfin voilà, et ça permet de justement retrouver un équilibre. ouais, c'est clair. T'as des rituels justement, des habitudes un petit peu qui t'aident à rester productif, concentré, au quotidien, à part le sport? Ouais, grave. Bah, en fait, enfin, tu vois, moi, j'ai un truc, c'est la méditation. OK. Je pense que ça a changé, enfin, à la limite, j'ai envie de dire ma vie, tu vois, parce que j'étais quelqu'un d'hyper nerveux, j'avais aucune patience, je dormais mal, ma tête allait enfin, dans plein d'endroits différents. Hem et pendant, tu sais, la période un peu où je vivais chez mes potes et cetera, tu sais, les gens me parlaient de méditation et tout. Je leur disais: «Mais moi, jamais, je peux me poser et de réfléchir à rien», comme tout le monde, comme Réfléchir voilà. à rien, c'est Ouais. beau. Et en fait, une fois, je me suis dit: «Bon allez, je vais tester», tu vois? Ouais, Et waouh, c'est hyper puissant. C'est très, très puissant, en fait, parce que ça te permet de te voir. Alors, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais ça te permet de te voir, quand tu t'énerves, de te calmer, quand tu es hyper dépassé par les événements, de revenir à toi-même. Enfin, tu vois, ça peut sembler un peu, tu vois, un peu gourou, mais c'est la vérité et du coup, aujourd'hui, je médite, en fait, tous les soirs avant de dormir, tu vois? ah ouais et ça te prend combien de temps en gros? Je médite pendant 15-20 minutes, tu vois? Ah ouais, donc c'est pas très long finalement? C'est pas très long et juste ça, tu vois, je sais que parfois quand je le fais pas, bah, je dors mal, tu vois? Ouais, c'est devenu, vraiment ton Ouais, rituel, ton ça me quotidien, permet vraiment bah, de me vider un peu la tête. Alors la méditation, c'est ce qu'on dit, c'est pas ne penser à rien, parce que Mmh, c'est impossible, notre cerveau ne peut pas ne pas penser à rien, mais c'est juste de laisser tes pensées passer sans les juger, sans y attacher tu vois? d'importance. Ouais, voilà. Tu laisses les trucs passer, tu les juges pas, tu vois? Tu éteins juste ta voix à l'intérieur et tu dis: «Bon, bah, OK, je vois passer ça, je vois passer ça, mais j'en parle pas». Mais enfin, voilà, je commente pas, je fais rien Ouais, et moi, ouais, ça enfin, tu vois, tu as ça et tu as le sport. ouais. Pour moi, c'est 2 trucs, hyper importants, tu vois? Ouais, c'est indispensable, Ouais. mais je pense que de toute façon, tout le monde doit trouver son truc parce que c'est pas dire, «Faut faire de la méditation quand tu es entrepreneur, c'est ça ou rien». Ah bah, Il non, y a non, plein de manières de faire, je pense, parce bien que sûr, chacun a ses routines et il y en a qui en ont pas du tout. ouais, Il ouais, c'est y sûr, en a c'est qui en ont sûr. pas du tout et qui sont très bien avec ça. Moi, quand j'ai des petites routines, bah, enfin, voilà, ça me permet de cocher mon petit truc bien de la journée, tu vois? Et de commencer la journée, d'une bonne manière comme avec le sport ou de la finir d'une bonne manière comme avec la méditation. Ouais, Et ouais, enfin, tu sais, c'est ce qu'on dit, enfin, pour moi, l'entrepreneuriat,
c'est un sport de haut niveau. Genre. C'est Ça clair. demande énormément à notre esprit, à notre corps, à tout, que je pense qu'il faut prendre soin, tu vois, de ton corps, de ton esprit et un peu de ta spiritualité, tu vois, pour avoir un équilibre et de pas tomber en burn-out. Ouais. Alors, je sais pas, il y a des stats qui sortent d'entrepreneurs qui sont en burn-out, elles sont énormes, Il y en a beaucoup, hein. hein, elles sont vraiment énormes. Ouais. Non, bah, enfin, on va pas se mentir, hein, c'est clairement dur, hein. Entreprendre, c'est pas un long fleuve tranquille. Si on suit LinkedIn, on a l'impression qu'il y a que des entrepreneurs à succès, mais en vrai, l'envers du décor, il est tout autre, quoi. Ouais. On a quand même beaucoup de difficultés à surmonter et c'est pas simple tous les jours. Donc, en effet, je te rejoins. Si on n'a pas un équilibre entre la vie perso et la vie pro, ça devient très compliqué, quoi. Ouais, non, mais grave, mais tu vois, j'ai fait un post sur LinkedIn hier qui parlait un peu des difficultés, tu vois, de l'entrepreneuriat. Mm. Et une nana qui m'a envoyé un DM que je connaissais pas, tu vois, et qui a partagé mes publications. Elle m'a dit, mais en fait, merci de partager ça. Ouais, Parce que du coup, tu vois, je parlais de mon post sur le fait que bah, quand tu vois tous les succès qu'il y a sur les réseaux sociaux, ouais, tu as l'impression que tout le monde réussit tout, ouais, tu vois. c'est clair. Et du coup, toi, quand tu échoues un truc, tu te dis, mais je suis nul, en fait. Ouais. Il y a que moi qui suis nul ici ou quoi? Et en fait, vu que sur les réseaux sociaux, on partage que les succès, les gens ne voient pas, en fait, tout ce qu'il y a derrière, tu Ouais, vois, je ne suis voient pas d'accord. toutes les galères qu'il y a derrière. Clairement. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, tu vois. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à en parler parce que les gens ont envie de voir Ouais, ça. Mais tu vois, c'est pas ce qui marche le mieux, en fait, parce que les ouais. gens partagent leur succès parce que c'est ce que les gens ont envie de voir, Bah tu oui, vois. Parce oui, que oui. tu fais rêver les gens. Ouais, Mais quand carrément. tu parles de difficultés, bah, tu fais un peu moins rêver, donc du coup, forcément, ça marche un peu moins. Ouais. Mais je pense que c'est cool d'en parler parfois parce que ça aide les gens, en fait, quand ils sont dans ce genre de difficultés. Tu vois, elle m'a dit, bah, en fait, moi, je suis dans une situation, je suis pas bien, ça marche pas pour moi, etc. Mais merci de partager ça parce que je vois que je suis pas toute seule Carrément. et tu vois, Et puis je pense qu'il faut c'est très être cool. aussi honnête avec les jeunes entrepreneurs, tu vois, Mm. qui veulent se lancer. Quand ils voient que du succès autour d'eux, ils partent avec beaucoup d'ambition et ça peut être dur derrière de voir la réalité. Donc je Ouais, pense que c'est bien en effet d'avoir l'envers du décor. ouais, Et d'ailleurs, ce podcast-là, il est un peu là pour ça. C'est aussi voir un petit peu ce qui se passe derrière. Si on suit sur LinkedIn, on voit forcément que ce que tu mets en avant, ouais, parce que forcément, tu as envie de mettre en avant ta boîte, ton succès, tes témoignages clients, etc. Et là, du coup, l'idée, c'était d'en savoir un peu plus sur ton parcours, par quoi tu es passé. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, je pense, mm, aussi dans ce format, quoi. ouais. Mais tu vois, pour les gens qui ont envie de monter leur boîte, moi, je trouve qu'il y a toujours un truc hyper dur à trouver l'équilibre euh, entre leur expliquer que c'est pas simple, mais Faut en pas les même temps, dégoûter. mais en même temps que l'expérience est incroyable, Ouais, tu vois. Et donc, faut toujours trouver un équilibre parce que le but, c'est pas de les démotiver. Parce que si tu leur parles que des galères, en fait, les gens ils vont se dire, bah non, enfin, pourquoi moi je vais aller faire ça? Je suis pas ouais, fou, tu vois. c'est clair. Et du coup, je trouve que c'est hyper dur de trouver la symbiose des deux, en fait, Ouais, tu vois, pour leur dire, bah oui, attention, c'est dur, mais de l'autre côté, au fait, les rewards et ce que tu vis, l'expérience que tu vis, ouais, elle est géniale. ouais, je suis vraiment d'accord avec ça, ouais, carrément. Et d'ailleurs, si toi, tu pouvais revenir en arrière, il y a des choses que tu ferais différemment? Énormément de choses. Énormément de choses. Tu vois, si on remontait une boîte aujourd'hui, il y a tellement de choses que tu ferais différemment, en fait. Euh, Parce que nous, c'était notre première expérience, tu vois. On n'avait jamais managé, on n'a jamais monté de boîte. Enfin, on n'avait jamais rien fait de tout ce qu'on a fait, au fait, tu vois. Donc, Ouais, on a appris vraiment sur le tas. Et c'est ça qui est cool, c'est que quand tu montes ta boîte, tu as une courbe d'apprentissage. Tu vois, quand tu bosses dans une boîte ou un truc comme ça, ta courbe d'apprentissage, elle monte vraiment crescendo. ouais, Je trouve que quand tu montes ta boîte, mais tu es comme ça, tu vois. Parce ouais, que tu apprends tout d'un coup. Et je trouve que quand tu apprends en faisant, bah, en fait, ça rentre beaucoup plus vite et ça rentre beaucoup mieux dans la tête. ouais, carrément. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Euh, Sur les projets que tu lances, notamment, tu vois. Quand tu lances des projets, tu as toujours l'impression que ton idée, elle est incroyable. C'est clair. Ton idée, est incroyable. Moi, je me rappelle l'idée des voitures électriques, je te jure, je me rappelle, j'avais le cœur qui battait fort, tu vois, quand j'en parlais et tout, parce que j'étais persuadé que ça allait tout péter. Les business plans, je faisais déjà 10 millions au bout de 3 ans. Là. Et je pense que c'est hyper important d'aller confronter son marché et de tout de suite prendre ton téléphone au fait et de parler à tes clients, tu vois. Et nous, on l'a pas fait dans le premier projet qui a pas marché. Euh, et du coup, ça nous a permis d'apprendre aussi au fur et à mesure des projets qui ont échoué de ce qu'on va faire. Il y a aussi énormément d'erreurs qu'on a fait en termes de management, en termes de recrutement,
Enfin, je peux t'en citer. Ça, on en a tous, hein, je te rassure, on a tous fait des erreurs. Ouais, je peux t'en citer jusqu'à demain. Et parfois, c'est des erreurs. Enfin, voilà, il y a des trucs qui te coûtent un peu cher. Et forcément, quand tu commences, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut expérimenter ces échecs, ces erreurs pour vraiment apprendre et avoir une belle courbe d'apprentissage. Parce que si quelqu'un était venu te voir au début de l'inbox et te disait voilà les erreurs à ne pas faire, bah, tu les aurais peut-être quand même fait quoi, parce qu'il fallait que tu les expérimentes. Et C'est c'est ça. comme ça que tu as appris et que tu as évolué. Donc c'est ça Ouais. qui est intéressant. Et justement, on a parlé des qualités d'un entrepreneur. Je pense qu'il y a la résilience, on l'a vu. Mais la curiosité et la capacité à apprendre, en fait, je pense que c'est encore plus important parce Mm. que tu le disais au début en introduction, il y avait plein de trucs que tu savais pas faire. Tu t'es même retrouvé à être dev no code pendant quelques semaines. Et ça, c'est ça qui est assez incroyable. Et je pense que c'est une qualité qui est vraiment indispensable, c'est de rester curieux et d'avoir envie d'apprendre et d'apprendre rapidement aussi quand même. Tu partages ça? Bien sûr, curiosité, c'est nécessaire. Je pense qu'il faut aussi un peu tu vois, avoir la capacité de laisser son ego de côté, tu vois, et de prendre les remarques qu'on te fait, que ce soit de tes clients, de ton équipe, de tes associés. Tu vois, parce que c'est pareil. Moi, je me rappelle, au début, on disait à nos équipes, écoutez, nous, on n'a jamais managé. Tu vois. Mm. Donc, quand on faisait les points avec eux, on leur disait pas juste ce qui va pas chez eux ou ce qui va, mais on leur disait aussi, dites-nous au fait ce qui va pas chez nous et ce qui va. Tu vois. Ouais. Donc, il faut réussir à, enfin, tu vois, faut réussir à prendre ces remarques. Moi, j'en connais plein qui feraient pas ça et qui les prendraient pas. Tu vois. Ouais. Parce qu'ils ont un ego tellement énorme que du coup, ils poseraient jamais cette question-là. Tu vois. Ouais, parce que l'ego, c'est un frein à l'apprentissage, de toute façon. Donc c'est ça. Et même avec mes associés, tu vois, on se retrouve une fois par an pour faire un petit récap de l'année, etc. Tu vois, et on se fait un petit récap de nous-mêmes, tu vois, des retours sur nous-mêmes, sur ce qu'on peut améliorer sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que recevoir du feedback, c'est hyper important. Et recevoir et être capable de Et l'accepter, être quoi. capable de l'accepter, ouais. Pour mettre des choses en place et évoluer, quoi. C'est ça. Et ouais, comme tu disais, la résilience, ça, je pense que c'est le premier truc à avoir. Et ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Et pour conclure, tu as un petit conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer ou qui se lancent? Je pense que le plus important, c'est de jamais lâcher, au fait, malgré les difficultés, tu vois? Parce que je pense que toi aussi, on en rencontre plein qui, ils voient que c'est un peu compliqué, ils se retirent, ils se disent: «Bon, bah, allez, tu vois, j'y vais pas». Mais je pense qu'il faut si tu te fixes un gros objectif, tu vois, une grosse vision, sur quelques années, bah, ça te permet de supporter, toutes les galères que tu es en train de vivre aujourd'hui. Parce que, Ça fait partie de la courbe, en fait. voilà, ça fait partie de la courbe et ça fait partie du voyage, Ouais. tu vois? Il y a aucun voyage sans traverser quelques galères, donc non, je pense, ouais, qu'il faut jamais lâcher et toujours, revenir à pourquoi on le fait, au fait. Carrément. Eh ben, bien d'accord avec toi. On va conclure sur ça. Merci beaucoup, Yacine. J'espère que ça t'a plu. C'était génial. Trop cool. Bah, écoute, j'espère que ça vous a plu aussi. En tout cas, on se retrouve très bientôt avec un nouvel entrepreneur pour un nouvel épisode.